Bonjour et Bonjour. bienvenue à toutes et tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce webinaire Agissons pour une eau potable de qualité et en quantité suffisante. Vous êtes déjà plus de 150 participants. Donc ce webinaire, il s'inscrit dans le cadre de la semaine Agissons pour l'eau qui est consacrée à la présentation des modalités du nouveau programme d'intervention de l'Agence de l'eau. Cette session, elle va se terminer à 11h30. Alors, vos questions, elles sont à formuler par écrit dans le module questions-réponses et nous prendrons régulièrement un moment pour y répondre à l'oral. Une bonne partie d'entre elles auront aussi leur réponse à l'écrit grâce à nos chers collègues que vous ne voyez pas à l'écran. Alors, avant de commencer cette session, cet atelier, on vous propose un petit sondage pour mieux vous connaître. Là, on voit que le nombre de participants augmente. Alors, on va attendre encore quelques minutes, hein, parce qu'il y a encore des gens qui se connectent. Vous êtes plusieurs là à remplir le sondage. Donc, pour le moment, hein, sans grande surprise, vous êtes majoritairement des collectivités, hein, à être présents ce matin. Alors voilà, vous devez voir le résultat qui apparaît sur votre écran. Donc, comme je disais tout à l'heure, vous êtes à 60% représentés par des collectivités. On a quelques services de l'État et des bureaux d'études. Et puis, une bonne partie au niveau des régions. Donc oui, C'est quand même assez bien réparti par rapport au bassin. On a quasiment toutes les régions du bassin qui sont représentées ce matin. Alors, pour vous rappeler que ce matin, donc, vous êtes en fait dans le cadre d'une semaine de web rencontre de l'eau que l'Agence de l'eau organise afin de communiquer autour du 12e programme. Donc, cette semaine, il va y avoir 11 ateliers. On vous a remis le programme, hein, sur la slide et vous dire que là, vous êtes sur le 3e atelier, donc, qui concerne l'eau potable. Alors, les stratégies d'intervention du 12e programme. Le 12e programme est axé autour de 7 enjeux. Et ce matin, on va plus particulièrement faire un focus sur trois de ces enjeux, qui est la gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau, une alimentation en eau potable de qualité et en quantité suffisante, et aussi on va vous présenter avec Marion l'enjeu qui concerne la solidarité entre les territoires. Alors le 12e programme, c'est 2,17 milliards d'euros qui sont alloués sur la période 2025 à 2030. On vous a mis justement par rapport aux deux enjeux qui nous concernent vraiment ce matin, qui est la protection de la ressource en eau potable et les économies d'eau, des petites bulles pour vous montrer que sur ces 2,17 milliards d'euros, c'est quand même 20% au global qui est alloué sur ces deux enjeux. Et ce qu'il faut retenir aussi, alors là on ne l'a pas mis, mais c'est que sur la partie protection de la ressource en eau, c'est 65% qui est pour les collectivités. donc, pour constituer le 12e programme, il y a plusieurs éléments structurants qui ont été pris en compte, tels que par exemple le stage, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Il y a le plan eau aussi que vous connaissez, le plan d'adaptation au changement climatique du bassin Loire-Bretagne, mais aussi la directive eau potable. Et cette dernière directive, elle apporte entre autres des éléments sur la gestion du risque, depuis la protection des captages jusqu'à sa distribution, à travers, vous connaissez le caractère devenu obligatoire du PGSSE, le plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux. Donc, dans les documents de mise en œuvre que vous pouvez retrouver à la fin du document qui reprend les éléments du 12e programme, donc le document qui est disponible en ligne sur le site Aide et Redevances, vous retrouverez des fiches actions qui détaillent les modalités d'aide, c'est-à-dire les conditions d'éligibilité, les taux d'aide, quelles sont concrètement les dépenses éligibles, le cadre technique de réalisation et puis encore d'autres informations. Donc ici, vous avez juste un exemple de fiche où vous retrouverez le titre tout en haut,
l'enjeu dans lequel ces actions s'inscrivent, et puis dans un tableau, les modalités et les taux d'aide. Et puis également le détail qui concerne les travaux, les études qui sont éligibles, qui peuvent être accompagnés. Donc, pour avoir un éclairage plus précis, surtout n'hésitez pas à consulter votre délégation, on vous donnera les coordonnées à la fin de ce webinaire. Alors maintenant, on vous a présenté donc les éléments de cadrage du 12e programme. Maintenant, on va vous faire une présentation plus sur le contexte du bassin Loire-Bretagne pour ensuite, avec Marion, vous présenter les modalités qui peuvent directement vous concerner, donc comme vous expliquait Marion à l'instant. Alors là, on vous a mis une carte qui représente les points de prélèvement du bassin pour tout type d'usagers. Donc, on a les prélèvements issus de l'eau potable pour l'irrigation agricole et notamment pour l'industrie. Alors, c'est plus en fait cette carte pour vous montrer qu'on a quand même une bonne partie en fait du bassin qui est concerné par différents types d'usages de prélèvement. On voit en effet que c'est plutôt homogène côté eau potable et industrie et plutôt centré sur le bassin pour l'irrigation agricole. Et juste à côté, on vous a mis un camembert qui représente la part des prélèvements par catégorie d'usagers. Donc ça, c'est issu des données redevances que nous avons à l'agence. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que ces prélèvements représentent 3 milliards de mètres cubes d'eau prélevés annuellement. Donc, il y en a une partie qui est restituée quand même au milieu par rapport aux différents types d'usages, mais il y a quand même des prélèvements qui sont importants sur notre bassin. Si on regarde plus précisément du point de vue prélèvement et production pour l'eau potable, sur l'ensemble du bassin Loire-Bretagne, il y a environ 6000 captages donc dédiés à l'eau potable. 95% d'entre eux sont des captages d'eau souterraine et 5% des captages d'eau superficielle. Mais si on ramène ça au volume prélevé, donc il y a environ 1 milliard de mètres cubes par an d'eau prélevée pour la production d'eau potable. Et en réalité, c'est 57% d'origine d'eau souterraine et 43% d'origine superficielle. On n'est pas sur les mêmes ratios. Ensuite, en termes de consommation d'eau potable, il y a 14 millions d'habitants sur le bassin, ce qui représente environ 6,5 millions d'abonnés. Le prix de l'eau moyen, il est de 2,29 euros par mètre cube, légèrement au-dessus de la moyenne nationale qui est à 2,21 euros, mais pas très éloigné non plus. Et puis, il y a environ 1676 entités de gestion. Alors maintenant qu'on a cartographié les points de prélèvement, que Marion vous a fait un focus plus particulier sur l'eau potable, regardons sur cette carte en fait quelle pression exercent ces prélèvements sur nos cours d'eau. Donc ça, c'est une carte qui est issue de l'état des lieux, du futur état des lieux 2025, qui est en cours de concertation technique. Donc cette carte est en version, on va dire, projet. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est que sur les parties que vous voyez en marron, c'est là où en fait on a une pression très significative liée à ces prélèvements et qui en fait engendre un risque qu'on ne respecte pas les objectifs de la directive 4 sur l'eau d'atteinte du bon état d'ici 2027. Donc on a quand même 21% de nos masses de cours d'eau qui sont en pression significative liée au prélèvement. On vous propose à ce stade, maintenant qu'on a présenté les éléments de cadrage et de contexte, si vous avez des questions à ce sujet. Alors, on ne peut pas prendre les questions à l'oral, comme le disait Marion, mais on a nos collègues qui sont là, que vous ne voyez pas, qui regardent s'il y a des questions sur le module questions-réponses. Pour le moment, il n'y en a pas. Donc, c'est que c'était très clair, donc on continue. Je poursuis. Alors, on va aborder d'abord un enjeu qui est transversal au 12e programme, c'est-à-dire la solidarité entre les territoires. Il est essentiel de soutenir la durabilité des services publics pour la préservation des ressources en eau. Et c'est pour cela que l'un des objectifs du 12e programme, c'est d'accompagner dans ce cadre 350 000 bénéficiaires par an. Alors là, c'est à la fois pour l'eau potable et l'assainissement. Et c'est aussi un engagement de ces collectivités vers un service public organisé, c'est-à-dire la structuration des compétences et un service public qui soit performant, qui s'appuie sur le prix de l'eau. Donc, les bénéficiaires, c'est les communes qui sont éligibles au titre du nouveau zonage FRR, France Ruralité Revitalisation,
Et donc, elle bénéficie d'une majoration pour des travaux au titre de cette solidarité urbain-rural. Et on retrouvera ça au fur et à mesure des modalités qu'on va vous expliquer, qu'on va vous détailler par la suite. Ici, vous avez justement la carte qui représente l'ensemble des territoires qui sont éligibles à cette solidarité urbain-rurale. Et pour savoir si votre collectivité est éligible, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui est indiqué à gauche de la diapo. Et donc, c'est un site internet qui est hébergé par servicepublic.fr. Pour les collectivités qui sont sortantes de ce dispositif, et on le rappellera aussi plus tard dans le webinaire, donc les collectivités qui sont sortantes, c'est-à-dire qui étaient en ZRR, en zone de revitalisation rurale, jusqu'à l'année dernière, mais qui ne sont pas dans ce nouveau zonage FRR, sachez que vous êtes encore éligible aux modalités urbain-rural en 2025. Ceci dit, si vous êtes toujours dans ce cas, mais que vous avez obtenu une autorisation de démarrage des travaux l'année dernière, fin 2023, dans ce cas, il faut que vous déposiez votre demande d'aide avant le 31 mars de cette année. Alors maintenant, on passe, avant de rentrer vraiment dans le détail des modalités, on va vous donner quelques mots sur les conditions d'éligibilité des communes sur ces thématiques eau potable et économie d'eau. Alors, il y a quelques principes communs, quelques règles générales à connaître. D'abord, comme au 11e programme, il y a un montant d'aide minimum qui est attribué. Il ne peut pas être inférieur à 3 000 euros, sauf pour les actions de sensibilisation et de communication. Ensuite, il y a un montant minimal de dépenses travaux qui est à 10 000 euros et 5 000 euros pour les études. Et il n'y a pas d'aide en cas de mise en demeure dont la date d'échéance est expirée. À savoir aussi que l'aide, elle est octroyée si on peut visualiser, si on peut atteindre des résultats significatifs et mesurables. Ça veut dire que il n'y a pas de possibilité d'aide pour le remplacement d'installations ou voilà, d'équipements sans qu'il y ait une amélioration notable des performances. Par exemple, il n'y a pas de possibilité d'aide pour le remplacement d'une étape de traitement dans une usine d'eau potable, sauf si ce remplacement permet d'améliorer le traitement et d'améliorer la qualité de l'eau en sortie. Il faut aussi qu'il existe des moyens de mesure au contrôle et au suivi des performances qui sont exigées. Et à savoir enfin qu'il n'y a pas d'aide accordée pour les bâtiments neufs dans le cadre des économies d'eau. Alors ensuite, pour que votre projet soit éligible, il faut que le prix de votre service public d'eau potable atteigne un montant minimum. Vous voyez dans le tableau ici, au 1er janvier 2025, ce montant il est à 1,20 € le mètre cube, hors taxe, hors redevance. Donc il évolue petit à petit au fur et à mesure du programme jusqu'à atteindre la dernière année 1,50 € le mètre cube. Donc ce choix, il a été fait pour mettre l'accent sur la nécessité de s'appuyer sur le prix du service public d'eau potable pour permettre de réaliser une gestion efficace d'investissement et de renouvellement du patrimoine. Ensuite, c'est ce qui est indiqué en dessous du tableau, il est demandé par délibération d'abandonner la tarification dégressive par catégorie d'usagers si le maître d'ouvrage, bien sûr, est la collectivité compétente. Sinon, ce n'est pas requis. Le but ici est de ne plus considérer l'eau comme une ressource inépuisable, mais bien de prendre conscience de son caractère précieux. Et enfin, et ça existait déjà dans le cadre du 11e programme, dans le programme précédent, il est demandé à ce que les indicateurs réglementaires CISPA soient bien renseignés. À retenir également qu'il n'y a plus d'aide directe aux délégataires de services publics. Alors, maintenant, je vais vous présenter les modalités d'aide aux économies d'eau et à la réduction des prélèvements. Alors, ça s'inscrit donc dans l'enjeu dont je vous ai parlé tout à l'heure, les 3 enjeux je vous ai dit qu'on allait aborder ce matin, qui est la gestion résiliente, sobre et concertée de la ressource en eau.
Cet enjeu, en fait, dans le cadre du 12e programme, il a été décliné en 4 objectifs. On a d'une part l'objectif qui concerne plutôt la résilience des milieux en développant les solutions fondées sur la nature, avec notamment la gestion intégrée des eaux pluviales. Vous avez un webinaire qui est organisé à ce sujet jeudi après-midi à 16 heures. L'objectif, accélérer les économies d'eau et réduire les prélèvements, donc, qui est le sujet de ce matin. Un troisième objectif qui concourt à cet enjeu, qui est le partage des prélèvements entre les différents usages. Et ensuite, on a un quatrième objectif qui est d'accompagner le retour à l'équilibre dans les territoires qui sont en déficit quantitatif. Donc là, pour chaque objectif, en fait, c'est un peu une nouveauté sur le 12e programme. On a d'une part des cibles et après on décline ça, comme vous l'a dit tout à l'heure Marion, dans des outils qui sont nos fiches actions, où là vous retrouvez toutes les modalités d'aide avec les taux, les conditions d'éligibilité, etc. Ce qu'il faut retenir, c'est que sur le 12e programme pour les économies d'eau, on s'est donné une cible de réduction des prélèvements de 1,8 million de mètres cubes par an. Alors, ça ne concerne pas que les économies d'eau dans les collectivités, hein. Les entreprises aussi sont concernées. Voilà. Les principes généraux aux aides aux économies d'eau. Donc, l'agence de l'eau peut accompagner des démarches individuelles, donc qui peut être portée par une collectivité, par exemple, mais aussi des démarches collectives de sobriété et d'amélioration de l'efficacité hydrique. Donc, tout ça pour concourir à la réduction des prélèvements. On finance des études, des diagnostics, des cartographies d'usage de l'eau. Je reviendrai dans des exemples de financement tout à l'heure quand je détaillerai un petit peu plus. Et puis, on a pour principe sur le 12e programme, en fait, on a mis l'accent, entre guillemets, sur des actions qu'on juge de premier niveau, puisque pour nous, ce sont des actions qui sont prioritaires, des actions qui sont dites sans regret. Et ensuite, on a des actions plutôt de second niveau, donc avec des types de financement qui peuvent différer. Ces aides sont éligibles sur tout le bassin et avec une priorité qui sera donnée sur les territoires où l'eau manque le plus, donc sur les zones de répartition des eaux. Donc, je vous ai mis la carte, elle est un peu petite sur le diaporama, mais vous avez possibilité de la visualiser. Je pourrais remettre le lien dans le diaporama pour pouvoir y accéder. Toujours sur les grands principes généraux, ce que l'agence de l'eau souhaite dans les études préalables ou diagnostics qui peuvent être réalisées, c'est qu'il y ait une vision un peu globale, en fait. C'est-à-dire que si vous réalisez une étude diagnostique, par exemple, pour faire de la récupération d'eau de pluie, pour l'utiliser dans les bâtiments communaux, on souhaite à ce qu'il y ait dedans, il y a aussi une réflexion sur la réduction des besoins en eau, donc plutôt les actions de sobriété, plutôt que d'aller de premier abord vers des actions de substitution. Donc, c'est voilà, faire une étude plutôt globale avec et cartographier en fait ce qui reste encore possible de faire en termes de sobriété. Pour les projets de réutilisation des eaux usées traitées, l'agence de l'eau demande à ce qu'il y ait une étude d'impact sur le milieu qui soit réalisée. Donc, il y a un guide qui a été fait, qui n'est pas encore sur le site de l'agence, mais ça serait tardé et vous pourrez le retrouver. Vous verrez en fin de présentation, on vous a mis différents liens vers notre site où vous pourrez justement retrouver toutes ces informations. Pour les opérations de réduction des prélèvements qui seront de plus de 100 000 mètres cubes par an, on demande au moment du solde du dossier, est-ce qu'il y ait une copie du porté à connaissance du projet qui soit donnée par rapport à ce qui a été envoyé au service de l'État. Et comme vous l'a dit Marion, en cas de travaux, la réduction des prélèvements doit être mesurable, c'est-à-dire qu'en fait, vous vous engagez vers un objectif de réduction des prélèvements de tant de mètres cubes. Il faut que cet objectif soit en fait vérifiable et quantifiable pour qu'on puisse voir voilà, si l'objectif est bien respecté au moment du solde du dossier. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des actions donc, de premier niveau qui sont pour nous des actions dites de priorité, les actions sans regret. Donc, ça concerne toutes les études de réduction des besoins en eau qu'on peut accompagner à taux de 70%. Donc, ça peut être pour vous, en effet, ce que je vous disais tout à l'heure, donc faire une cartographie de vos consommations,
faire des études en fait pour voir où est-ce qu'on en est en termes de consommation. Est-ce que ça, on manque d'équipement? Est-ce qu'il faut qu'on pose des compteurs, des sous-compteurs pour pouvoir mieux gérer en fait nos postes de consommation, voire détecter des fuites qu'il peut y avoir sur les réseaux. Et ça peut être aussi de l'accompagnement d'études d'avant-projet. Alors, parce qu'on se dit, potentiellement, on a quelque chose à faire en termes de sobriété, mais on ne sait pas trop où aller ou comment. Et donc, réaliser ce type d'études par des bureaux d'études qui peuvent vous accompagner là-dessus, donc à hauteur de 70%. Les travaux de réduction des besoins en eau, donc vraiment de sobriété, d'efficacité hydrique, pareil que les études sont accompagnées jusqu'à 70%. Donc, je vous ai mis quelques exemples d'actions, mais la liste n'est pas exhaustive, hein. Ça peut être donc de la mise en place de kits hydroéconomes au niveau de vos bâtiments publics, des modifications, on va dire, de protocoles pratiques de nettoyage ou d'arrosage, par exemple, au niveau des espaces verts. Et comme je vous le disais tout à l'heure, aussi ce qui est très important et là où on se rend compte que ça peut être des postes assez consommateurs en eau, c'est tout ce qui est fuite. Alors, au-delà des fuites des réseaux d'eau potable, les fuites au sein des bâtiments, où là, on peut faire potentiellement des économies assez importantes. Donc, ça, c'est la priorité. Donc, taux maximal du 12e programme jusqu'à 70%. Et ensuite, on a les actions de second niveau, qui sont plutôt des actions dites de substitution, où là, on va vous accompagner pour des études et travaux de réutilisation des eaux de pluie, des eaux grises, des eaux usées traitées. Et donc, on peut vous accompagner jusqu'à 50% avec un coût plafond de 60 € par mètre cube d'eau substituée. Ensuite, mais ça, ce n'est pas une nouveauté sur le 12e programme d'intervention, on accompagne ce qu'on appelle des opérations collectives. Donc, l'objectif, en fait, c'est faire d'émerger des démarches globales de réduction des besoins en eau et des prélèvements au niveau de votre territoire, donc soit à l'échelle de la collectivité, ça peut être aussi à l'échelle d'une EPCI ou d'un syndicat d'eau potable. On a déjà accompagné des projets similaires dans le cadre du 11e programme, lorsqu'on a, dans le cadre du plan de résilience, ouvert l'appel à projet sobriété, il y a eu un franc succès. On a accompagné plusieurs EPCI ou syndicats d'eau potable à mettre en place des actions de sobriété en accompagnant justement toutes les actions d'animation, communication, sensibilisation qu'il peut y avoir autour pour mieux faire connaître justement ce qu'il est possible de faire en termes de réduction des besoins en eau. Donc, ces opérations collectives, comme je vous l'ai mis sur la diapositive, doivent être basées, on va dire, sur une étude préalable plutôt, voilà, qu'est-ce qui motive en fait à mettre en place cette opération collective. Et on souhaite à ce que ce soit encadré par une feuille de route, en fait, qui est commune entre vous et nous, l'agence. On regarde un petit peu au niveau de la programmation des actions qui peuvent être mises en œuvre. Donc, on accompagne toutes ces actions d'animation et de communication à hauteur de 50%, avec des coûts plafonds. Je ne vais pas vous les citer, hein, vous les voyez là sur la slide et vous les retrouverez dans la fiche qui concerne ces modalités dans le document du 12e programme. Alors, avant de passer à la session de questions-réponses, parce qu'il y a plusieurs questions qui ont été posées, on vous propose un petit film pour illustrer justement mes propos concernant les économies d'eau. Alors, c'est un petit film en fait qui était dans le cadre des spots télé qui ont été diffusés sur France Télévisions il y a à peu près 2 ans, qui s'appelle À la source. Retrouvez À la source avec les agences de l'eau. Chaque geste compte, préservons les ressources. Comment engager un vaste territoire dans l'économie d'eau? Sur le territoire du lac du Bourget et de Chambéry, les sources et les puits fournissent 3/4 de l'alimentation en eau. Or, leurs niveaux les plus bas ont baissé de 40% en 20 ans. Sous la présidence de Marie-Claire Barbier, le CISALB a convaincu les communes de s'engager dans un vaste programme d'économie d'eau, au climat. Au programme, notamment, le suivi de leur consommation. Les services techniques sont formés à récupérer et réutiliser l'eau de pluie. Des cours d'école sont désimperméabilisés. Les espaces verts sont réfléchis avec de nouvelles espèces sobres en eau. À Chambéry, certaines fontaines publiques ne fonctionnent plus qu'à la demande. Le CISALB communique beaucoup pour former les élèves et les citoyens. Un jeu sur l'eau est même en cours d'élaboration. C'était À la source avec les agences de l'eau. Chaque geste.
Voilà, donc c'était un petit film pour illustrer un petit peu ce qui peut être mis en place sur les territoires en termes d'économie d'eau. Vous retrouverez sur la chaîne YouTube, alors c'est de l'agence de l'eau, mais des agences de l'eau, en fait, tous ces petits films. Il y en a plusieurs qui peuvent directement vous concerner sur les thématiques. Alors attendez, je vais repartager les diaporamas. Donc, on va prendre le temps de répondre à vos questions parce qu'il y a eu quand même plusieurs questions qui ont été déposées sur le module questions-réponses. Donc, même si nos collègues répondent en direct, on va dire par écrit, c'est toujours bien aussi de partager avec tout le monde les questions qui peuvent se poser. Donc, oui, alors on a déjà quelques questions qui concernent le zonage FRR, à savoir pour les syndicats en partie seulement en zonage FRR, est-ce que les travaux transversaux sont éligibles à la bonification? Et puis, on a une autre question qui ressemble, lorsque la compétence est organisée à l'échelle d'une agglo, mais que la commune concernée par les travaux est en FRR, l'agglo peut-elle bénéficier de l'aide? Donc, dans les deux cas, c'est oui. Même si l'ensemble de la compétence, l'ensemble de l'agglomération n'est pas entièrement FRR, bien sûr, la commune qui, elle, l'est, peut bénéficier de ces travaux. Et c'est bien sûr l'agglo, l'autorité compétente, qui sera maître d'ouvrage et qui déposera la demande d'aide. Alors ensuite, il y avait une autre question sur les travaux réalisés par le délégataire, c'est-à-dire si un maître d'ouvrage, est-ce qu'un maître d'ouvrage peut prétendre aux aides si les travaux sont réalisés par le délégataire? Oui, c'est possible. Le délégataire peut tout à fait réaliser les travaux. La seule chose, c'est que ce n'est pas lui qui recevra directement les aides de l'agence, ce sera le maître d'ouvrage, donc la collectivité en fait. Il y avait aussi une question de compréhension sur l'origine des prélèvements d'eau potable, à savoir quelle est l'origine de cette disproportion entre les eaux souterraines et les eaux superficielles. Est-ce lié au fait que les eaux seules nécessitent moins de traitement pour la consommation? Alors, en réalité, ce qu'on observe, vous êtes nombreux sans doute à le savoir, c'est que les eaux superficielles, l'exploitation des eaux superficielles, elle existe surtout à l'aval du bassin, en Bretagne, Pays de la Loire. Dans ces zones, ces territoires-là, il y a des volumes assez conséquents utilisés pour la production d'eau potable, ce qui fait qu'il y a, un rééquilibre, on va dire, entre, d'une part, le nombre de captages qui sont largement des captages d'eau souterraine et finalement leur exploitation qui, elle, est pas à moitié-moitié, mais presque d'eau potable et d'eau superficielle. On a une question, parce que ça, je pense que ça peut intéresser en effet tout le monde, la question qui a été posée sur le prix de l'eau. À savoir, est-ce que le prix de l'eau, là, ce que tu expliquais, est-ce que c'est un prix hors taxe? Est-ce que c'est une moyenne abonnement? Est-ce qu'il y a une part avec la part variable pour les 120 mètres cubes? Oui, donc c'est bien un prix hors taxe, redevance. Et c'est un prix moyen. Alors en réalité, on s'est basé sur des données 6PA pour établir ce prix minimum. On est allé étudier avec les données disponibles et validées. On est allé étudier le 20e percentile et on a considéré que c'était le minimum à atteindre pour les collectivités, on va dire, qui sont encore un petit peu en retard. Et donc, c'est bien ramené à 120 mètres cubes, qui est la consommation moyenne d'un ménage. Alors, on a juste, moi, je veux avant qu'on reprenne une autre question, parce que je vois que dans le module questions-réponses, il y a quelques questions par rapport aux aides pour les entreprises. J'ai vu que il y a quelques entreprises qui sont connectées. Je vous invite à vous connecter cet après-midi à 14 heures. On aura une session particulière vraiment spécifique pour les entreprises et je reviendrai aussi justement sur le sujet des économies d'eau. Alors, Marion, bonjour. Je représente un syndicat départemental ayant comme compétence la sécurisation par la réalisation d'interconnexions entre nos syndicats et communes membres. Nous sommes maîtres d'ouvrage des interconnexions. Comment juger l'éligibilité des aides puisque nous ne sommes pas le SPEA primaire? Alors, si je comprends bien, le syndicat n'est
pas alors, à la compétence sécurisation, d'accord. Dans ce cas-là, effectivement, je pense, alors on vous confirmera ça, mais je pense qu'il faut passer par le SPEVA primaire. Mais bon, on aura l'occasion de vous répondre de manière plus juste par écrit. Alors, il y a une question, alors c'est plutôt par rapport à ce que j'ai présenté. Alors, qu'appelez-vous une cartographie des consommations d'eau? Et est-ce que les études d'analyse des consommations réalisées en régie sont-elles finançables? Donc, oui, les études d'analyse des consommations, diagnostic, d'avant-projet, enfin, toutes les études qui peuvent être réalisées en régie, oui, sont finançables. Et ce qu'on appelle cartographie des consommations, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est une étude, en fait, pour essayer d'identifier, alors déjà, en fonction des compteurs que vous avez déjà, est-ce qu'il y a des besoins de mettre des sous-compteurs ailleurs pour pouvoir voir, en fait, où est-ce que vous consommez, avoir une consommation, je trouve pas mes mots. Précisément savoir où est-ce que vous consommez en fonction des différents types de bâtiments. C'est déjà savoir ça, faire un état des lieux, voilà, chercher le mot, un état des lieux, pour pouvoir ensuite établir un plan d'action avec des mesures de sobriété si besoin. Alors, on peut peut-être prendre encore deux questions. Non, moi, je n'ai pas forcément. Ce que je propose, c'est qu'on prenne encore deux questions et puis qu'on continue la présentation. Là, il y en a un sur le schéma départemental. Voilà, c'est ça. Donc, la question, c'est est-ce qu'une étude préalable à la réactualisation d'un schéma départemental d'eau potable, prenant en compte le changement climatique, pourrait être éligible? Donc, oui, tout à fait. La réactualisation, c'est éligible. D'ailleurs, on pourra le voir plus loin dans le webinaire. Et l'intégration du changement climatique, non seulement, oui, c'est éligible, mais même c'est demandé par l'agence. Il y a une question là, c'est vrai que c'est important, on ne l'a pas précisé, enfin je ne l'ai pas précisé quand j'ai parlé des modalités d'aide aux économies d'eau et par rapport à ce qu'on a pu aider à la fin du 11e programme dans le cadre de l'appel à projet sobriété, la question est de savoir les aides aux dispositifs hydroéconomes sont à destination des consommateurs privés ou uniquement entreprises ou bâtiments des collectivités. Alors oui, dans le cadre du 12e programme, en fait, on a un petit peu resserré justement ce type de financement. On finance qu'auprès des entreprises ou aux bâtiments propres, collectifs. Marion vous parlera tout à l'heure, un peu plus tard dans la matinée, d'un nouvel outil qu'on appelle les accords de territoire, qui est mis en place dans le cadre du 12e programme. On pourra financer toutes les actions auprès des particuliers que dans le cadre des accords de territoire. Donc, on va poursuivre le webinaire et puis on reviendra sur les questions. Voilà, on reviendra sur les questions qui sont suivies. Voilà. Alors maintenant, je vais vous présenter les modalités qui correspondent au projet de protection de la ressource eau potable, de production et puis de distribution. Donc, la stratégie d'intervention sur cet enjeu-là, elle s'appuie sur des aides qui sont priorisées, à la fois sur les aires d'alimentation de captage prioritaire pour la prévention, pour le côté préventif, et sur les territoires défavorisés, qu'on a évoqué tout à l'heure, la solidarité urbain-rurale, pour l'efficacité des ouvrages et la sécurisation de la distribution. Donc cet enjeu qualité-quantité eau potable, il se décline lui, en trois objectifs. Le premier objectif, c'est reconquérir la qualité des eaux de captage prioritaire avec plusieurs cibles qui sont chiffrées, que vous voyez sur la droite, c'est-à-dire 80% des aires d'alimentation de captage prioritaire engagées dans un programme d'action, un objectif sur le programme de 135 000 hectares en conversion à l'agriculture biologique, en mesure agro-environnementale et climatique, en paiement pour services environnementaux et toujours sur les aires d'alimentation de captage prioritaire. Et enfin, troisième cible, 600 hectares acquis sur les AAC prioritaires encore. Ensuite, il y a un deuxième objectif qui est d'améliorer l'efficacité des ouvrages de production et de distribution d'eau potable, avec là un objectif de réduction des fuites, donc d'économie d'eau, de 1 million de mètres cubes par an. Et un troisième objectif de sécurisation de la distribution de l'eau potable. Donc, tout d'abord, les dispositifs qui concernent la reconquête de la qualité des eaux des captages prioritaires vont vous être présentés. Alors,
Dans cet objectif-là, le but, c'est d'intervenir en priorité sur les 212 aires d'alimentation de captage prioritaire qui sont inscrites aux SDAGE 2022-2027. Un petit rappel sur ce qu'est un captage prioritaire. Un captage prioritaire, c'est un captage dont la qualité est dégradée par les pollutions diffuses, c'est-à-dire les nitrates ou les pesticides, et il est considéré comme prioritaire pour la mise en œuvre d'un plan d'action qui vise à la restauration et à la préservation de la ressource à l'échelle de son aire d'alimentation. Ensuite, dans cet objectif, on souhaite s'appuyer sur une mobilisation de toutes les parties prenantes et décliner les outils les plus adaptés au contexte du territoire. On recherche aussi la meilleure articulation possible entre les actions volontaires et la mobilisation des dispositifs réglementaires. Donc, à savoir aussi que l'articulation des actions à mener sur un captage s'inscrit dans un accord de territoire dont Julie a parlé tout à l'heure et que nous allons détailler plus tard. Et il existe aussi d'autres dispositifs à l'échelle de l'AAC, de l'aire d'alimentation de captage, qui viennent soutenir les actions et qui répondent aussi à d'autres enjeux. Donc, il y a les actions agricoles, les accompagnements des filières agricoles, l'aménagement des bassins versants, l'animation, la sensibilisation et la communication. Et pour avoir davantage d'informations sur ces dispositifs autour de l'enjeu agricole, vous pouvez suivre le webinaire demain après-midi entre 14h et 16h qui se nomme « Engageons les territoires dans la transition écologique de l'agriculture ». Donc, pour ce qui est davantage des actions, on va dire petit cycle en termes de périmètre de protection du captage, mais aussi à la frontière avec l'aire d'alimentation des captages. Donc, vous avez les modalités ici. Donc, ce sont des modalités en fait qui contribuent à cette stratégie captage. Donc, il y a les études de délimitation et de vulnérabilité des AAC qui sont aidées à 50%. Les études préalables de mise en œuvre de la DUP pour les périmètres de protection hors procédure administrative, aidées à 50% aussi. Les études et suivies de la qualité des eaux brutes, le même taux. Donc, toutes les études en fait sont suivies à un taux de 50%. Et enfin, les travaux qui doivent être conformes à la DUP, alors révisés dans les PPI pour périmètres de protection immédiat et rapprochés dans un délai de 5 ans maximum après la signature de l'arrêté préfectoral. Ces travaux ils sont aidés à hauteur de 25%. Et vous voyez qu'il n'y a pas de coût plafond pour ces aides. Ensuite, plus précisément, les dispositifs dans le domaine du foncier. Donc, vous pouvez retrouver ici 3 dispositifs. Les études de mise en œuvre opérationnelle des outils fonciers, les acquisitions foncières et les obligations réelles environnementales, et enfin, les indemnisations de servitude engagées dans les périmètres de protection rapprochés. Pour illustrer tout ça, on vous propose de visualiser un film qui se nomme « Sensibilisation et opérations foncières pour préserver la ressource en eau ». Ça concerne la régie des eaux des Couévrans en Mayenne. « 2010, au cœur du bocage mayennais. Sur ce territoire agricole, de polyculture et d'élevage, le constat est sans appel. Nitrates plus pesticides, la qualité de l'eau se dégrade. À Vaux-Bourgueil, malgré un paysage bocager plutôt préservé, des pics de concentration de nitrates sont constatés au captage. Il devient prioritaire d'agir. Les terres sont achetées par la régie des eaux des Couévrons et remises en prairie. Elle achète les terres qui sont situées sur l'aire d'alimentation du captage. Elle les propose à des agriculteurs qui sont situés donc autour de ce captage. L'objectif, c'est de réenherber toute l'aire d'alimentation de captage. Une solution pour maintenir une bonne composition du sol et la qualité de l'eau.
La Bazouge de Chéméré, à 2 pas d'une zone naturelle sensible. Germain Goujon est agriculteur bio depuis son installation en 2011. 70 vaches allaitantes, 50 hectares pour la culture de céréales et autant en prairies naturelles. Une partie de cette aire, autour de 2 captages d'eau potable, appartient à la Régie des eaux et à la communauté de communes du pays de Mélègrèze. Il est en location, mais ce n'est pas tout. Ici, un autre dispositif est en place pour améliorer la qualité de l'eau potable. Des cultures tests expérimentales, 12 producteurs se sont lancés dans ces essais innovants. L'idée, c'est de faire de l'intensification végétale et d'avoir toujours des plantes à pousser toute l'année. De réduire les temps où le sol est nu par des plantes qui peuvent être innovantes, par des techniques de travail du sol qui changent un peu. Les actions du syndicat d'eau nous confortent et nous permettent d'avancer un peu plus vite et d'avoir un cadre aussi aux essais. C'est super intéressant. On a pu planter des haies sur son exploitation. Ça permet aussi de maintenir des sols en place, en bonne santé, qui filtrent, qui améliorent la qualité de l'eau. Dans l'Est mayennais, 8 captages prioritaires sont sous surveillance autour des communes d'Évron et Mélède-du-Maine en Mayenne, Sillé-le-Guillaume dans la Sarthe. 100 agriculteurs sont concernés, 50 font partie d'un réseau de référence et 12 testent les essais agronomiques comme Germain et Dominique. Il est producteur de porc et de céréales sur 80 hectares, porte-parole des agriculteurs. Il faut de plus en plus qu'on soit dans la maîtrise de nos intrants et ça, honnêtement déjà, 3/4 des agriculteurs le font. C'est difficile aussi d'aller vers l'inconnu. On a une économie aussi d'entreprise à avoir et on se doit d'être prudent. C'est un travail de négociation, il faut savoir être à l'écoute des agriculteurs, comprendre leurs préoccupations et puis mettre en perspective aussi les préoccupations de la collectivité. On a vraiment cette notion de confiance mutuelle, la clé pour réussir ce genre de projet. Chaque projet est donc bâti en concertation avec les élus, avec les agriculteurs et les experts de l'environnement et de l'eau. L'objectif, c'est vraiment de faire comprendre aux enfants que l'eau qu'ils ont au robinet, c'est l'eau qui est sous nos pieds. On m'a dit que sous mes pattes, il y avait de l'eau. Tu le savais, toi ? C'est vraiment les paysages qui entourent les enfants, qui nous entourent tous, qui conditionnent la qualité de l'eau. On a aussi ciblé, nous, les jeunes, avec toutes les écoles du secteur, mobilisé 300 élèves pour un concours d'étiquettes sur les bouteilles. Ce sont souvent nos jeunes qui vont donner le message à leurs parents. Ils ont un regard différent sur justement ce qu'on peut faire tous les jours pour protéger l'eau. La Régie des eaux d'Écouévron gère la production, la distribution, le transport, la protection de la ressource en eau pour 28 000 habitants de 29 communes. Il faut continuer sur cette lancée, c'est un travail de longue haleine. Les agriculteurs sont prêts à nous aider, c'est vraiment un travail coopératif, on ne peut pas y arriver sans eux. Et je pense que ce sera aussi une nouvelle piste pour l'avenir, aller voir aussi les privés qui puissent nous aider à avancer pour améliorer cette qualité de l'eau. Bilan, les taux de nitrate n'augmentent plus sur 4 des 8 captages et depuis 2016, chaque année, 250 hectares de couverts végétaux multi-espèces ont été semés et 14 km de haies bocagères ont été plantés. Les perspectives, c'est de poursuivre, c'est d'être aussi plus ambitieux, de cibler peut-être plus d'actions pour justement améliorer la qualité de l'eau. L'eau, c'est vital pour tous les habitants, qu'ils soient urbains, qu'ils soient ruraux. On sait que l'eau, c'est la vie. Donc nous allons prendre maintenant un petit temps de pause pour répondre à nouveau à vos questions. J'ai vu une question qui concerne la DUP révisée, c'est-à-dire que, la question c'est que veut dire une DUP révisée? Donc la DUP révisée, ça peut être par exemple la mise à jour du périmètre de protection du captage. Donc dans ce cas-là, la DUP devrait être révisée. Voilà, c'est à titre d'exemple. Ou bien une révision des précautions à prendre également dans le périmètre de protection. Donc dans ce cas-là, il y a une révision et c'est bien dans le cadre d'une révision qu'on peut accompagner des travaux, éventuellement de nouveaux travaux à mener. Alors, je regarde les autres questions. Il y avait une question aussi, assez précise sur les dispositifs de traitement. Donc ça aussi, on pourrait un petit peu détailler les aides sur la partie production d'eau. La question, c'est
est-ce que l'Agence de l'eau finance une étude d'adaptation pour la production d'eau potable pour un dispositif de traitement osmose inverse basse pression? Donc là, ce que je comprends, c'est que c'est une étude, donc c'est de la prospection. Oui, alors j'expliquerai ça après, dans le zonage FRR, donc pour la solidarité urbain-rural, dans ce cadre-là, on peut accompagner ces études-là. Effectivement, si c'est une étude qui a pour objectif d'améliorer la qualité de l'eau potable distribuée. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons comme autre question? Alors, à partir du 1er janvier 2026, les communes isolées qui exerceront toujours la compétence eau potable ne seront plus éligibles aux aides de l'Agence de l'eau, notamment en sécurisation. Alors, c'est pas tout à fait ça. Ces communes-là pourraient toujours être aidées, mais seulement si les travaux sont programmés à l'échelle de l'EPCI, qui en réalité sera tout de même compétent, mais qui aura de ce fait redélégué la compétence. On va imaginer ce schéma-là. Donc oui, l'aide sera toujours possible, mais avec une programmation à l'échelle de l'EPCI. Ensuite, une autre question, les aides à destination des communes seules seront supprimées au 1er janvier 2026. Donc j'ai expliqué que ce n'est pas tout à fait ça. Que se passe-t-il si la réglementation change? Effectivement, il y a question, est-ce que la loi NOTRe va être conservée ou pas, et que le transfert n'est plus obligatoire. Dans ce cas-là, l'agence demandera toujours à ce qu'il y ait, malgré tout, une programmation à l'échelle de l'EPCI, même si le transfert ne se fait pas. On va peut-être prendre encore une question et puis on va poursuivre. Alors, pour une nouvelle DUP, c'est-à-dire pour un nouveau forage, les travaux à réaliser sont-ils finançables et à quel taux? Donc, si en dehors d'un forage de sécurisation, nous n'accompagnons plus les travaux pour les nouvelles DUP, considérant que la réglementation est maintenant relativement ancienne. Donc, on vous propose de poursuivre et maintenant de parler du deuxième objectif de cet enjeu d'alimentation en eau potable. On y est. Donc, ce deuxième objectif, c'est donc améliorer l'efficacité des ouvrages de production et de distribution d'eau potable. Donc, il s'agit d'assurer la production et la distribution d'une eau potable et de bonne qualité, y compris lors d'événements climatiques extrêmes. Dans le cadre de la solidarité urbain-rurale, il s'agit d'accompagner la mise en place d'équipements et la réalisation de travaux qui sont nécessaires pour améliorer la qualité de l'eau distribuée. Et nouveauté dans ce programme, ça n'existait pas en tant que tel dans l'onzième, mais davantage à travers des appels à projets, la réduction des fuites des réseaux d'eau potable en connaissant mieux les réseaux d'eau à travers la gestion patrimoniale et en repérant mieux les fuites d'eau et en remplaçant les canalisations les plus fuyardes. Donc, c'est sur le remplacement des canalisations fuyardes qui est nouveau. Un petit panorama à nouveau pour illustrer ça. Donc, sur le bassin, il y a environ 3700 unités de production, 290 000 km de réseau de distribution. Ça représente quand même un tiers du réseau d'eau potable en France. La durée de vie moyenne des réseaux, donc elle peut être assez variable, hein, mais elle peut atteindre, on va dire en moyenne 50 ans. Je fais vraiment une moyenne très approximative. Ça peut être très variable. En tout cas, ce qui est important, c'est que le renouvellement actuel moyen, il est de 0,8%. Ça veut dire qu'il faut 150 ans pour une collectivité qui aurait ce taux moyen. Il faudrait 150 ans pour renouveler les réseaux et donc éviter qu'il y ait une dégradation et des fuites trop importants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un besoin d'accélérer le remplacement pour limiter ces fuites. Et puis, donc, justement, il y a 17% de fuites dans le réseau. Donc, l'eau se perd en grande partie dans ces réseaux de distribution, des réseaux qui sont vieillissants, comme je l'ai dit. Et sur le bassin Loire-Bretagne, ça représente quand même 150 millions de mètres cubes d'eau par an, c'est-à-dire la consommation annuelle de la population de la région Centre-Val de Loire. Donc, il y a vraiment des actions à mener à ce niveau-là et le plan eau l'a rappelé également.
Donc les dispositifs, d'abord vous retrouverez dans la fiche action AEP2, là c'est ce qui est inscrit dans le titre tout en haut, la fiche améliorer la qualité de l'eau potable distribuée. Vous retrouverez ces dispositifs-là qui sont éligibles uniquement dans le cadre de la solidarité rurale, donc en FRR. Ces dispositifs, ce sont des études dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'eau potable. Ça fait écho à la question à laquelle j'ai répondu tout à l'heure. Donc, ça peut être justement des choix de filière de traitement, le diagnostic des ouvrages, des études pilotes. Ensuite, il y a les travaux de création d'unités de désinfection et de traitement de l'agressivité. Là, on est dans la continuité du 11e programme. Également dans la continuité, toujours les travaux de création ou d'amélioration de la performance des usines de production. Donc là, encore une fois, on vient aider le traitement, qui est un volet curatif, on vient aider le traitement dans le cadre de l'amélioration de la qualité de l'eau distribuée. À savoir tout de même que il y a, vous verrez, c'est noté dans la fiche, un certain nombre de travaux qui ne peuvent pas être aidés lorsque ça n'atteint pas directement la qualité, on va dire, sanitaire de l'eau, comme les travaux de traitement de dilution du fer et du manganèse, du carbonate, et puis tout aménagement aussi qui dépasserait les besoins nécessaires au service. À noter, parce que c'est vrai que c'est un sujet d'actualité, pour les micropolluants tels que les pesticides, les métabolites ou les PFAS, on peut aider le traitement, mais dans un cadre relativement restreint, puisque bien sûr le principe de l'agence de l'eau, c'est toujours travailler en amont le plus possible sur le volet préventif. Donc oui, on aide dans certains cas qui sont bien précis, c'est-à-dire dans le cadre toujours de la solidarité urbain-rurale, s'il s'agit d'une ressource qui provient d'un captage prioritaire et si cela s'inscrit dans un accord de territoire avec un plan d'action préventif. Ensuite, donc, il y a une autre fiche qui est dédiée à la réduction des fuites des réseaux d'eau potable, dans laquelle vous allez trouver donc, les dispositifs en lien avec cette thématique. Là, il y a les études patrimoniales, donc la meilleure connaissance des réseaux, les campagnes de recherche de fuite, qui sont un requis préalable pour les aides au remplacement des canalisations fuyables, donc qui sont la dernière ligne tout en bas. Justement, sur ce remplacement de canalisation fuyarde, c'est éligible si la collectivité est en zone de répartition des eaux et en FRR, ou pour les îles du bassin non alimentées par le continent, ou encore dans un accord de territoire. Donc, on vous donnera les détails tout à l'heure. Et puis les équipements qui permettent d'optimiser la lutte contre les fuites. À nouveau, un petit film plus court, celui-ci, qui concerne justement les fuites des réseaux et le fait de les traiter qui permet de réduire le prélèvement d'eau potable. Retrouvez à la source avec les agences de l'eau. Pour protéger l'eau, chaque geste compte. Peut-on réduire les prélèvements d'eau potable d'une collectivité alors que sa population augmente? Oui, en détectant les fuites pour Stéphane Cancel du syndicat d'eau potable de la région de Mirecourt. En France, les réseaux d'eau potable perdent en moyenne 21% du volume distribué. À Mirecourt, c'est le terrain argileux qui a abîmé les tuyaux. 40% du volume était perdu. Pas tout à fait perdu, car l'eau gagnait en partie la nappe phréatique. Mais l'eau potable a un coût de revient élevé pour les communes. Alors, le syndicat des eaux a ausculté son réseau avec une série d'appareils qui permettent de repérer une fuite à 1 mètre près. Il a remplacé 12,5 km de conduite vétuste. Aujourd'hui, le taux de fuite n'est plus que de 15%. La commune ne prélève plus dans la nappe que 626 000 m3 contre 930 000 auparavant. C'était à la source avec les agences de l'eau. Très bien, on poursuit maintenant sur le troisième objectif de cet enjeu production et d'alimentation en eau potable, l'objectif sur la sécurisation de la distribution. Donc, dans cet objectif-là, on accompagne la mise en place d'outils de gestion tels que le PGSSE, donc le plan de gestion de sécurité sanitaire de l'eau potable, et on accompagne aussi les schémas directeurs départementaux et schémas directeurs tout court
d'approvisionnement en eau potable. Tout ça aussi pour permettre une concertation entre les acteurs locaux. Et dans le cadre de la solidarité urbaine-rurale, on accompagne les travaux d'interconnexion en étant vigilant sur le fait que ces travaux soient envisagés en dernière intention, après que la collectivité ait mené une approche globale qui vise à renforcer sa résilience et à prendre en compte des objectifs de sobriété et d'économie d'eau. Alors là, les dispositifs qui sont aidés, ils se retrouvent dans la fiche action sécuriser la distribution d'eau potable. Il s'agit de, comme dit précédemment, des études d'aide à la décision et diagnostic, donc les schémas directeurs, les PGSSE, d'autres études stratégiques. Les travaux d'interconnexion, de création de réservoirs et de forage de sécurisation, ça, c'est uniquement dans le cadre de la solidarité urbain-rurale. Pour la continuité de la distribution, sont accompagnées aussi les installations de stations d'alerte et les opérations de protection des usines au forage. Donc, ça peut être par exemple les rehausses de tête de forage ou même les protections contre les intrusions salines. Sont aidés également les travaux de substitution de prélèvements impactants. Alors, cela, c'est en zone de répartition des eaux, en cas de déficit quantitatif en perte d'étiage ou pour à nouveau les prélèvements situés sur les îles du bassin non alimentées par le continent. Et enfin, les travaux de réhabilitation ou de comblement de forage qui mettraient en communication des nappes. Un petit rappel, je reviens sur le PGSSE. Ce qui est nouveau dans le 12e programme, c'est que l'aide pour les PGSSE, elle se fait sur l'entièreté de l'étude et pas sur quelques parties comme c'était le cas dans le 11e programme. Un rappel aussi lié à la directive eau potable pour ces PGSSE. Vous savez peut-être, sans doute maintenant, que le PGSSE doit être réalisé de la zone de captage avec un délai qui est donné au mois de juillet 2027 jusqu'en amont des installations privées de distribution, où là, le délai est de janvier 2029. Je l'ai dit un petit peu tout à l'heure aussi, pour les schémas directeurs et PGSSE, ce qui est demandé par l'agence, c'est la prise en compte de l'impact du dérèglement climatique, des conclusions aussi des études HMUC, donc les études hydrologie, milieu, usage et climat, et puis à minima aussi un bilan des ressources et besoins. Donc, on est parti à nouveau pour une petite session de questions-réponses. Alors, on regarde un petit peu. J'ai vu qu'il y avait une question sur les forages. Voilà, la question, en dehors des captages dits prioritaires, l'agence de l'eau accompagne-t-elle, je reformule, accompagne-t-elle les travaux de mise en conformité des captages? Alors, il faudrait avoir un petit peu plus de précision. Malgré tout, ce que je peux dire, c'est que pour les forages, on accompagne la réhabilitation de forages dans le cadre de communication de nappe. Et à part ça, je pense que c'est à peu près tout si la question concernait ce genre de réhabilitation-là. Je vois aussi une question, est-ce qu'un traitement fer et manganèse d'un nouveau captage participant à la sécurisation de l'eau potable est éligible? Comme indiqué tout à l'heure, le traitement du fer et du manganèse ne sont pas accompagnés. Alors, je regarde d'autres questions. Ah oui, il y a une question sur la mise en place d'analyse en continu. Est-ce que la mise en place d'analyse en continu de la concentration nitrate en captage prioritaire est-elle éligible? Alors, dans ce cadre-là, dans ces dispositifs-là, on peut faire un accompagnement qui sera plutôt, on va dire, ponctuel, dans le cadre d'une étude, dans le cadre nécessaire pour la mise en place d'une DIP. Là où, par contre, pour une mise en place continue, je ne pense pas que l'accompagnement puisse se faire.
Ensuite, je regarde s'il y a d'autres questions auxquelles nous pourrions répondre maintenant. Et puis sinon, il y a on une va passer question à la suite. sur les accords de territoire. Mais Marion, Oui. juste après, là, je crois, Ah, juste ouais. après, dans la session de questions, tu vas nous détailler un peu Oui, plus voilà. les Pour accords tout de ce qui territoire. concerne voilà, les accords de territoire, je vais pouvoir en répondre après. Je regarde s'il y a d'autres questions. Je pense qu'on va poursuivre. Je pense qu'on reviendra sur les questions après. Parce qu'il y en a beaucoup et donc Il y en a une on sur pourra les revenir en PGSSE, détail. sinon. Ah oui, je vois une Dernière. question sur. D'accord, une dernière question sur les PGSSE. La réalisation du PGSSE et les travaux associés découlant du plan d'action sont-ils soumis à des financements, comme par exemple le renouvellement de certaines conduites ou les campagnes de recherche de fuite? Alors, complètement, justement, le PGSSE, c'est un excellent moyen de justification des besoins de travaux. Donc, tout travaux éligible dans le cadre du 12e programme, si ça répond en plus à l'outil qu'est le PGSSE et au bilan qui en est fait. Donc là, c'est complètement éligible. Après, évidemment, tout dépend des travaux. Il faut que ça reste éligible dans le cadre du 12e programme, bien sûr. Donc, on poursuit pour maintenant vous parler des accords de territoire. Alors, hier après-midi, attendez, juste, je vais passer la slide, voilà. Hier après-midi, il y a eu un webinaire que vous avez peut-être suivi, mais si vous n'avez pas pu le suivre, il a été enregistré. C'était un webinaire consacré à la politique territoriale. Et ce nouvel outil d'accord de territoire a été abordé et expliqué. Donc cet outil, il peut aussi, enfin surtout, se décliner selon plusieurs thématiques. Et ce matin, on va vous montrer quelques possibilités de déclinaison, mais sachant que ce ne sont que quelques exemples, puisqu'après, la construction et la mise en place de cet outil devra se faire avec des échanges avec vos référents délégations. Donc, un petit rappel tout de même sur ce que sont les accords de territoire pour les personnes qui n'ont pas pu assister au webinaire d'hier. Donc, l'accord, il est conclu entre l'agence de l'eau et un coordinateur principal, en l'occurrence là, les collectivités territoriales. Et il peut y avoir aussi d'autres maîtres d'ouvrage compétents et cofinanceurs locaux, comme le conseil régional, le conseil départemental, etc., selon les volontés locales et les besoins. Donc, cet accord, il est conclu pour une durée de 3 ans. Cet accord, son avantage, c'est qu'il est adaptable. Il peut être monothématique ou multithématique en fonction des enjeux du territoire et des compétences des porteurs des démarches. Il peut être conclu sur différentes échelles de mise en œuvre. Il faut bien sûr que le périmètre soit pertinent et cohérent. C'est là où il a un avantage qui est sa souplesse. Il y a aussi possibilité de créer des passerelles entre différentes thématiques pour une approche intégrée et cohérente. Donc, on peut penser, justement, là, c'est vraiment l'occasion de créer davantage de passerelles entre petits et grands sites. Alors, qu'est-ce qui formalise l'accord? Dans l'accord, on va retrouver des objectifs environnementaux partagés, une programmation des travaux, des études et une programmation financière, un calendrier de réalisation et puis, et surtout, des indicateurs de suivi technique et financier pour pouvoir se rendre compte du bon avancement de cette programmation. Et puis, enfin, des règles partagées. Pour ce qui concerne les accords de territoire, on va dire eau potable, économie d'eau, pour l'instant, il y a 2 cibles principales. D'abord, d'agir sur les captages prioritaires et puis de poursuivre le travail qui a été entamé en 2023 et 2024 sur les territoires en fonction d'approvisionnement qui ont subi en fait des problématiques liées à la sécheresse en 2022. Donc voilà, ça c'est les 2 cibles principales et ensuite ça évoluera au fur et à mesure du programme. D'abord, pour ce qui est des captages prioritaires, à retenir qu'il y aura 3 conditions spécifiques qui seront fixées et à respecter pour ces accords. D'abord, que le portage et la gouvernance soient assurés par la personne publique responsable de la production d'eau, le PRPDE, la PRPDE.
qui assure tout ou partie du prélèvement. Et puis, la définition d'indicateurs de résultats qui permettent, comme je l'ai expliqué un petit peu tout à l'heure, de juger de l'efficacité des actions mises en place pour juger de la poursuite ou de la modification de l'aide apportée par l'agence de l'eau. Et enfin, une délimitation de la zone de protection de l'AAC par arrêté d'ici fin 2027. Voilà. Donc, en fonction des résultats, la poursuite peut aussi être conditionnée à la mise en œuvre d'une démarche ZSC, zone soumise à contraintes environnementales. Donc, plus concrètement, on va y retrouver les dispositifs captage que j'ai évoqués tout à l'heure, mais aussi une articulation avec des captages, on va dire grand cycle, qui seront évoqués, comme je l'ai dit aussi, demain après-midi. Ensuite, l'autre cible, c'est les zones qui ont été, les territoires qui ont été impactés par la sécheresse 2022. Dans ce type d'accord, on pourra aussi retrouver des actions sur les captages prioritaires, c'est possible aussi. Mais l'agence sera assez insistante pour qu'il y ait aussi des axes sur la gouvernance, donc la structuration des compétences, la tarification de l'eau, et puis un volet indispensable qui concerne la sobriété et les économies d'eau. Et bien sûr, pour répondre aux besoins de tension d'approvisionnement, un axe sur la sécurisation et les interconnexions. Voilà, à nouveau un petit temps d'échange pour répondre à des questions. Alors, il y a une question sur les accords de territoire pour avoir des précisions sur la construction par rapport à l'eau potable. Donc déjà, là, vous voyez, vous avez eu quelques éléments sur les grandes lignes, sur ce que ces accords devront inclure. Donc, vous avez aussi le webinaire qui était consacré hier. Et puis, surtout, contactez votre délégation parce que ce sont des accords qui sont à façon en fonction des besoins du territoire. Donc, vous aurez davantage de détails en ayant un contact direct avec votre référent agence de l'eau. Ensuite, la cybersécurité est-elle aidée dans le cadre de la protection des usines eau potable? Alors, si c'est inclus dans le cadre d'un PGSSE, et si la demande ne concerne pas uniquement cet axe de cybersécurité, alors oui, c'est possible, on peut aussi accompagner cet élément-là. Ensuite, une question aussi, le rendement du réseau connecté est-elle une condition pour les aides à l'interconnexion des réseaux? Oui, alors je ne l'ai pas précisé pour ne pas rentrer trop dans le détail et trop noyer les informations, mais il y a des prérequis requis aussi sur les rendements pour certains dispositifs et en particulier sur celui-là, sur les interconnexions. Donc, soit c'est sur le rendement primaire, soit ça va être un combiné entre le rendement primaire et l'indice linéaire de perte des réseaux, en particulier pour que ça soit cohérent avec des travaux à mener sur des canalisations sur des longues distances. Il y a une autre question aussi, y a-t-il des aides à la mesure en continu de la turbidité? En fait, c'est la même réponse que tout à l'heure pour les mesures en continu. On peut aider ponctuellement, mais pour des aides en continu, pas dans ce cadre-là. Voilà pour les questions. Je pense qu'on va pouvoir poursuivre et parler maintenant des mesures de transition en 2025, pour faire la transition entre le 11e programme et le 12e programme. Donc, les mesures de transition, ce qu'il faut savoir, c'est que pour les maîtres d'ouvrage qui ont une autorisation de démarrage, donc en 2024, vous gardez le bénéfice de ces autorisations de démarrage. Donc, elles sont toujours juridiquement, on va dire, valables, même si vos travaux ont été engagés, puisque voilà, vous n'avez pas forcément eu, on va dire, la lettre de notification de l'agence, puisque nous avons clôturé nos demandes d'aide été 2024. Donc, beaucoup de bénéficiaires maîtres d'ouvrage n'ont pas pu déposer de demande d'aide.
Par contre, vous devez déposer votre aide, votre demande d'aide dans le nouvel outil que je vais vous présenter juste après, avant le 31 mars 2025. Donc ça concerne ceux qui ont eu les autorisations de démarrage, pardon, l'année dernière, voire des autorisations de démarrage exceptionnelles. Alors, ce que vous disiez aussi tout à l'heure, Marion, au cours de sa présentation, donc pour toutes les communes qui sont sortantes du système France Ruralité Revitalisation, maintiennent quand même leur éligibilité sur l'année 2025. Alors, il y a déjà eu différentes communications dans le cadre du 12e programme et notamment plus général. On a eu aussi des webinaires en fait pour vous présenter donc le nouvel outil qui est ouvert depuis le 10 janvier, qui s'appelle Rivage, qui est un outil commun aux agences de l'eau. Donc pour le moment, on est 4 agences de l'eau à avoir intégré cet nouvel outil, mais l'objectif est que demain, toutes les agences de l'eau travaillent, que vous puissiez aussi déposer votre demande d'aide, quel que soit le bassin hydrographique dans lequel vous vous situez, sur cet outil-là. Pour cela, pour accéder à cet outil, donc sur la diapositive, on vous a mis le lien en fait pour aller sur le site Aide et redevances de l'agence, où vous avez justement un petit encart Rivage. Vous cliquez dessus et ça vous emmène tout de suite sur le nouvel outil. Vous retrouvez aussi sur ce site-là Aide et redevances, au-delà de l'accès direct à l'outil, des documents type mode opératoire pour vous guider aussi pas à pas pour déposer votre demande d'aide et remplir les différents champs qui vous sont demandés dans cette demande d'aide. Et vous avez aussi possibilité, si vous n'avez pas pu participer aux 2 sessions de présentation de cet outil Rivage le 10 janvier, vous avez possibilité de les revisualiser. Sinon, si vous êtes disponible, je vous invite vendredi après-midi, donc à 14 h, à participer justement au dernier atelier de ces web rencontres de l'eau qui sera justement pour présenter l'outil Rivage. Une dernière diapositive concernant Rivage pour en fait aussi la transition entre aujourd'hui on est sur Rivage, hier on était sur démarche simplifiée. Donc si vous souhaitez déposer une nouvelle demande d'aide, donc c'est très simple, vous allez sur le site Aide de redevance, on clique sur le lien pour accéder à Rivage et vous êtes concerné par la thématique 2, donc qui concerne justement tout ce qui concerne les préservations des captages, la sécurisation d'alimentation en eau potable et les économies d'eau. Par contre, pour les aides qui ont été accordées avant le 31 décembre, donc fin d'année dernière, en fait, on n'a pas possibilité en fait de basculer en fait tout ce qui était hier dans des marches simplifiées, dans ce nouveau outil pour le moment. Donc, c'est pour ça que pour le moment, ça concerne que les nouvelles aides. Donc, si vous avez déposé des demandes d'aide par le passé, on reste sur des marches simplifiées pour toute la procédure de versement. Une dernière diapo pour vous donner des liens. Alors là, on ne les voit pas, mais il y a des liens en fait sur cette diapo-là pour justement vous puissiez accéder toujours via notre site Aide et redevances au 12e programme d'intervention, donc le document papier, où là, comme le disait Marion tout à l'heure, vous allez retrouver les règles générales et les différentes fiches avec les modalités d'aide qui peuvent vous concerner, même si on vous a fait une présentation ce matin, il y a encore d'autres choses, je pense, à aller voir sur ces fiches. N'hésitez pas en effet à vous rapprocher de votre référent en délégation qui est sur le bassin. Juste après, on vous a mis la carte du bassin avec les coordonnées des délégations. Un lien aussi vers la page qui vous concerne directement pour les aides aux collectivités. Alors, cette page, pour le moment, n'est pas accessible. Le lien est bon, mais pour le moment, elle n'est pas accessible, mais parce que notre direction de la communication est en train de travailler dessus. Ça devrait être opérationnel à partir de mars 2025. On a eu tout à l'heure, tout en début d'atelier, une question justement par rapport aux cartes que je vous ai présentées, les cartes d'état des lieux, de répartition des prélèvements, etc. Toutes ces cartes-là, vous pouvez les retrouver sur le site SDAGE de l'Agence de l'eau. Donc, je vous ai mis un lien et là, vous retrouvez les cartes et les données de l'état des lieux. Et un dernier lien concernant la réforme des redevances. Différents webinaires ont déjà aussi eu lieu concernant cette réforme qui vous concerne. Et nous avons aussi un atelier, donc mercredi matin, à ce sujet.
Voilà, la carte des délégations avec les coordonnées téléphoniques ou les adresses mail génériques si vous n'avez pas le nom de votre contact directement. Marion, il est 11h15, Oui, il nous reste un petit quart d'heure. On peut peut-être, il y a encore quelques questions sur le oui, module. j'ai quelques questions repérées. Donc, une première, est-ce que l'Agence de l'eau finance les études de connaissances sur le mélange de nappes, les mises en mélange de nappes, ou uniquement les travaux de réhabilitation? Donc là, si sur la partie études, on accompagne également pour justement après que les travaux puissent être réalisés. Ensuite, quelles sont aussi une question sur les travaux éligibles dans le cadre de la mise en conformité des ouvrages dans le cadre de la DUP. Donc là, effectivement, j'avais noté pour vous ce type de travaux. Donc, c'est une liste qui est fermée, qui est accessible dans la fiche AEP1 sur la fiche qui concerne les captages. Donc, vous pouvez déjà aller consulter cette fiche, mais je peux vous donner les détails maintenant aussi. Donc, il y a tout ce qui concerne les postes de clôture, portails et panneaux d'information, les déviations ou suppressions de réseau avec application d'un coût plafond de 200 euros au mètre linéaire, la suppression de fossés, la mise en conformité des systèmes d'assainissement collectif ou collecte des eaux pluviales, la mise sur rétention, le renforcement ou la suppression de cuves à fioul, et également la réhabilitation d'ouvrages tels que puits, forages, piézomètres et drains. Donc, c'est exactement ce qui est écrit dans la fiche AEP1 sur la reconquête et la protection des captages d'eau potable. Alors, il y a une question aussi sur le fait de savoir est-ce que l'agence de l'eau finance le remplacement de compteurs dits type classique par des compteurs télécommunicants, donc de type radio-relève ou télé-relève. Donc oui, ça c'est éligible à l'échelle de vos bâtiments. Donc nous, en fait, comme je vous le disais tout à l'heure, on ne finance plus les actions auprès des particuliers, sauf dans le cadre des accords de territoire, donc dans le périmètre que vous a présenté tout à l'heure, Marion. Mais par contre, si vous souhaitez équiper vos bâtiments, ça peut être financé à hauteur de jusqu'à 70%. Ensuite, j'ai 3 autres questions aussi là que je visualise. Une première question, c'est pour savoir quels sont les critères permettant d'identifier les territoires en tension d'approvisionnement. Donc, je pense que c'est une question qui fait référence à la cible fixée pour les accords de territoire, les territoires qui ont été impactés par la sécheresse en 2022. Donc, ce sont des territoires où il y a eu rupture d'approvisionnement et donc citernage, alimentation avec des eaux en bouteille. Et c'est un travail avec les ARS qui a été mené pour confirmer et donc cibler ces territoires. Voilà, donc c'est comme ça que le travail a été mené. Peut-être rappeler justement pour ces cibles-là qu'en fait, on est en fait dans la continuité du plan de résilience, en fait. Oui, exactement. C'est pas quelque chose. L'accord de territoire est un outil nouveau, mais la cible qu'on s'est donnée pour les collectivités qui sont en tension, en fait, on avait déjà mis ça en place en 2023 dans le cadre du plan de résilience, où là, en effet, on avait identifié les collectivités qui étaient en rupture d'alimentation en eau potable, comme vous l'a expliqué Marion. Et donc, pour les collectivités qui étaient concernées, on avait mis en place ce qu'on appelait les accords de résilience. Donc, en fait, là, cette année, c'est la continuité de certains accords de résilience où, en fait, il y a nécessité encore de mettre en place des actions. Et après, comme le disait Marion, on verra au fur et à mesure de l'avancement du programme d'intervention, quel périmètre, en fait, on donnera aux accords de territoire pour le volet eau potable, économie d'eau. Tout à fait. Et il y a une autre question aussi sur les accords de territoire, pour savoir, en fait, tu as déjà répondu à la question, pour savoir s'il y a un nombre limité, c'est-ce qu'il y a un nombre par département par rapport à la mise en œuvre. En fait, il n'y a pas un quota qui a été fixé par territoire ou par département, c'est vraiment d'abord ces cibles-là de captage prioritaire et de territoires soumis à la sécheresse en 2022 qui sont ciblés. Ça, c'est le raisonnement, il a été fait comme ça. Il y a une autre question sur la liste des captages prioritaires. Donc, pour avoir accès à cette liste-là, vous pouvez aller consulter le SDAGE
sur le site de l'Agence de l'eau. Et en annexe du stage, vous retrouverez la liste des captages prioritaires. Donc, on regarde s'il y a d'autres questions auxquelles nous pourrions répondre maintenant, rapidement. Ah oui, il y a une question sur donc les aides pour les indemnités et servitudes autour des captages. Est-ce que ces aides, elles se font uniquement dans le cadre des DUP révisés ou pas? Non, ces aides-là, ces aides d'indemnité de servitude, elles existent même quel que soit le captage dans le périmètre de protection du captage. Il n'y a pas de condition à ce niveau-là. Ensuite, il y a une question aussi qui concerne, y a-t-il des aides pour le rachat de carrière et des équipements pour des nouvelles ressources eau potable pour la sécurisation d'un département? Donc déjà, si c'est dans le cadre d'une sécurisation, alors oui, on peut aider pour l'équipement. Par contre, pas pour le rachat de carrière. Ça, non, c'est pas possible. Voilà, pour la partie eau potable, je pense avoir répondu. Alors, pas à toutes les questions, bien sûr, hein, ça sera complété par la suite. Vous aurez accès aux questions-réponses par la suite. Mais disons pour ce qui est ce qu'il en est pour le moment, voilà. Donc, est-ce que tu as d'autres questions auxquelles tu voudrais répondre? Non, je pense que tous les collègues qui sont dans la salle ont déjà bien répondu. Il reste une dernière question. Alors, il y a une dernière là sur la connaissance patrimoniale. Ah oui, dans ce cas-là, ouais. Alors, ah oui, je ne l'avais pas vu celle-ci. Donc, il y a une question, c'est alors l'amélioration de la connaissance patrimoniale des réseaux et notamment le géoréférencement des réseaux en classe A est-il finançable? Oui, complètement justement, mais on vous incite à améliorer votre connaissance des réseaux. Et cette étude-là, elle est éligible à travers la quatrième fiche, la EP4, donc réduction des fuites des réseaux, à travers les études de connaissances patrimoniales. Alors, il y a une question sur les PSE. Est-ce qu'il y a une poursuite du dispositif PSE au-delà de la phase expérimentale en cours? Ça sera abordé mercredi après-midi. Donc voilà, vous verrez, allez voir le webinaire demain après-midi, vous aurez les réponses à cette question-là pour tout ce qui est relatif au dispositif PSE. Ensuite, dernière question, et puis je pense qu'on va s'en arrêter là. Où trouver le détail des fiches actions? Donc, les fiches actions, vous les retrouvez en dernière partie du programme, du document qui englobe l'ensemble du programme sur le site Aide et redevances, et on va vous mettre le lien. Oui, le lien il est dans la diapositive, voilà. Juste, enfin, on peut le mettre dans le chat, mais sinon il est dans la diapositive juste avant, là, que je vous ai présenté, juste avant la carte. Là, il y a le lien qui arrive directement sur le site Aide et redevances, et il y a notamment aussi le lien vers le site SDAGE dont tu parlais, pour aller voir, si vous avez besoin d'aller voir la liste des captages prioritaires, plus toutes les autres données qu'on peut avoir dans le SDAGE. Très bien. Voilà. On va clôturer donc cet atelier. On vous remercie pour votre participation. Vous étiez quand même assez nombreux ce matin avec des questions plutôt intéressantes. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à revenir vers vos interlocuteurs donc en délégation. Je crois qu'il va y avoir une enquête de satisfaction qui va qui va s'ouvrir en fait dès qu'on va nous fermer dès que vous allez fermer la session. Donc merci à vous d'y répondre et puis on vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine de webinaire. Merci à vous, bonne continuation. Au revoir. Au revoir.